Ce sont à l'été 85. Le premier chapitre s'agit du féminisme. Lily, qui est la protagoniste, elle cherche les féministes à Paris. Et le deuxième chapitre s'agit de la création d'une œuvre. Excusez-moi. Robert et moi, nous avons mangé une pizza sur le boulevard Beaumarchais. Robert, j'ai dit en posant ma fourchette et mon couteau. J'ai pris sa main, entrelacé mes doigts avec les siens et souri. Il m'a souri en retour. Que penses-tu du féminisme? Il a cessé de sourire. Son front s'est plissé, comme lorsqu'il est perplexe. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que tu veux dire. Comment pouvait-il ne pas comprendre ce que j'entendais par féminisme? Je me suis légèrement reculée. Si tu comprends, tu dois avoir une opinion sur les femmes qui se disent féministes. Il s'est également reculé. Pas d'opinion négative, si c'est ce que tu veux dire. Était-il inquiet? Pourquoi pensait-il que je parlais de sentiments négatifs? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste curieuse, c'est tout. J'ai lu des articles sur le MLF. Tu sais de quoi il s'agit? Il avait l'air de se détendre. J'étais jeune quand cela a commencé, donc je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Ma mère n'y aurait jamais participé. Cela ne correspondait pas au projet que mon père avait pour elle. Son sourire s'altéra, devenant triste. Je connaissais cependant le manifeste des 343, toutes ces femmes célèbres qui avouaient avoir avorté. Cela avait fait les gros titres. Je les questionnais. Pourquoi as-tu souri comme ça? Je me souvenais des dîners avec les commentaires de mon père sur les femmes qui se donnaient en spectacle. Même si ma mère était sensible à certaines de leurs revendications, elle ne nous l'aurait jamais révélé. Elle ne nous dévoilait pas ses idées. Je me penchais en avant. Connais-tu les femmes qui admettent être féministes aujourd'hui? Excusez-moi. La plupart des danseuses de notre compagnie. Robert est danseur dans une compagnie de danse contemporaine. Tu devrais leur parler. Tu sais, les femmes ne sont pas les seules à être victimes de discrimination en France. Il continua d'un ton légèrement provocateur. J'ai participé à toutes sortes de manifestations au fil des ans. J'étais trop jeune pour mai 68, mais O'Brien a manifesté avec son lycée. O'Brien, ta sœur? Ne sois pas si surprise. J'ai continué. J'ai entendu dire que beaucoup de femmes qui se sont radicalisées en mai 68 étaient déçues une fois le mouvement terminé, et elles ont dû reprendre les mêmes relations avec les hommes qu'auparavant. Cela s'est produit dans de nombreux mouvements révolutionnaires. Les femmes sont très impliquées au début, mais finissent par s'effacer. Oh, je ne pense pas que c'était si terrible que ça après mai 68, il m'a répondu. Je pense que beaucoup de femmes voulaient simplement continuer à se battre, mais cette fois-ci pour leurs propres droits. Bien sûr, la presse de droite et beaucoup d'hommes les ont ridiculisées. Et les artistes plasticiens? Je ne peux pas vraiment te parler des arts visuels. Est-ce que tes parents ont des œuvres d'artistes femmes? Ils ont un petit Berthe Morisot dans leur maison en Normandie. Ah, et une gravure de Sonia Delaunay. Ils sont collectionneurs, vous savez. Il réfléchit un instant. Nous avons des femmes très militantes dans notre compagnie. Elles nous provoquent de longues discussions sur le sexisme, là-bas comme dans la culture en général. Son ton était devenu un peu sec. Je le poussais trop loin.
Il risquait de dire quelque chose de blessant, mais j'avais besoin de savoir. Inconsciemment, j'imitais son ton, ma voix devenant plus aiguë. Le terme féministe dérange, que je me considère comme féministe. Il retira sa main et marmonna. Pourquoi cela me poserait-il problème? J'ai essayé de paraître indifférente. Oh, je ne sais pas. C'est un mot que je n'ai pas souvent entendu depuis que je suis ici. Mes actions ne t'ont-elles pas convaincue? Ma façon de vivre? Je regrettais d'avoir abordé le sujet. Pourquoi douter de Robert après tout ce temps passé ensemble? Pourtant, le fait qu'il ait retiré sa main m'avait troublée. J'avais juste besoin de l'entendre de ta bouche. J'espère t'avoir rassurée. En fait, je ne me sentais pas complètement rassurée. Y avait-il une pointe de sarcasme dans sa voix? Puis-je te poser une autre question? Dis-je lentement. Ce n'était pas le meilleur moment, mais quand le serait-il? Nous en parlions déjà, et si je ne posais pas la question, je savais que cela me rongerait plus tard. Vas-y. Pourquoi m'as-tu dit de bien m'habiller, de porter une jupe pour aller voir Nicolas? Il parla plus vite. Eh bien, je te vois souvent porter des jupes. Alors pourquoi est-ce si inhabituel? Quoi qu'il en soit, je te l'ai dit à cause de Nicolas. C'est ce qu'il aime. Être féministe, c'est une chose. Mais compromettre ses chances avec un galeriste pour faire passer un message, c'en est une autre. De plus, en France, nous nous soucions tous de notre apparence et de l'impression que nous donnons, hommes et femmes. Tu penses vraiment que ça aurait eu autant d'importance? Je ne sais pas. Il est venu, non? Oui, mais il n'a pas dit grand-chose. Donne-lui un peu de temps. Je veux commencer un nouveau travail. Robert ne semblait pas m'entendre. Écoute, si tu veux vraiment parler avec des féministes, pourquoi ne viendras-tu pas demain voir la troupe après la répétition? Les danseuses sont toutes là et elles adorent en parler. Il se pencha au-dessus de la table, remit sa main dans la mienne et me fit son sourire en coin malicieux. Je lui rendis son sourire. D'accord, je viendrai demain. Vers 17h30, je me rendis au nord de Montmartre, un quartier que je ne connaissais pas, en suivant les indications de Robert. Je suis entrée dans une cour remplie de matériaux de construction et bordée par des portes vertes. J'ai frappé à la porte du 3A. La partie supérieure de la porte était recouverte d'une grille en fer ouvragé. Je n'y voyais rien à l'intérieur. J'ai alors regardé autour de moi. Quelques arbres rabougris et des camions à moitié chargés. 2 hommes chargeaient lentement un camion de parpaing de l'autre côté. L'un d'eux s'est retourné et m'a souri. J'ai détourné le regard et j'ai essayé de me concentrer sur le vieux bâtiment qui, selon moi, datait de la fin du 19e siècle. J'ai entendu la porte cliqueter derrière moi et j'ai senti une main se poser sur mon épaule. J'ai sursauté. Tu n'as pas frappé très fort. Robert m'a fait pivoter et m'a embrassé sur les 2 joues. Je l'ai taquiné. Pas sur les lèvres? Oh, tu sais bien que tout le monde est là. Ils sont au courant pour nous, n'est-ce pas? Oui, ils le savent. Je leur ai dit que tu venais. Je l'ai suivi dans un couloir qui menait à une vaste salle. Elle avait récemment été rénovée et équipée d'un parquet lisse, d'une barre et d'un miroir sur un des côtés. Les danseurs étaient étalés le long des murs, des 2 côtés de la pièce, vêtus de juste au corps et de leggings, ou de shorts et de t-shirts. Marina discutait avec Thérence près des fenêtres. Elle nous a fait signe lorsque Robert et moi sommes passés devant elle.
Robert m'a conduite vers quelques femmes qui se prélassaient dans un coin. 2 d'entre elles avaient les bras entrelacés et une autre fumait. « Ça les aide à rester minces », m'a chuchoté Robert à l'oreille. « Bonjour, voici Lily », il a annoncé. Elles m'ont salué et ont poursuivi leur conversation. Robert et moi, nous sommes assis en tailleur devant le couple qui a fini par détourner les yeux l'une de l'autre. « Lily Sabine », a-t-il dit en désignant une femme grande et mince, aux cheveux roux vifs qui tombaient sur ses épaules. Sa compagne était plus petite, plus ronde, avec des traits fins et des cheveux noirs coupés courts. J'aimais la diversité des tailles et des morphologies au sein de la compagnie de Marina. « Isabelle », a-t-elle dit en me tendant la main. Robert a parlé fort pour attirer leur attention. Lily s'intéresse au féminisme en France. Sabine grogna. Quel féminisme? Si tu veux être appréciée pour ton talent, ne viens pas en France. Une femme aux cheveux longs prit la parole. Ce n'est pas vrai, Sabine. Les féministes des années 70 sont toujours là et continuent de se battre. Tu veux dire le MLF, demandai-je? Oui, elles ont accompli beaucoup de choses. La contraception n'était même pas légale avant les années 60. C'est juste que... Sabine l'interrompit. D'accord, elles ont fait passer quelques lois. Et oui, les femmes peuvent avorter et avoir leur propre compte en banque. Mais c'était il y a longtemps. Le mouvement féministe s'est vraiment essoufflé au début des années 80. Aujourd'hui, l'égalité est censée exister au travail, mais si une femme vit avec un homme et a des enfants, on devine facilement qu'il fait les heures supplémentaires. Une autre femme intervint. Et elle est toujours censée être sexy. Vive la différence. Je me tournai vers elle. Une voix puissante provenait d'un corps mince et nerveux. Bonjour, je m'appelle Sonia. Nous nous sommes rencontrés lors du spectacle. Ah oui, je m'en souviens. Une autre voix se joignit à la conversation, de l'autre côté de la pièce. J'avais du mal à suivre tout le monde. Et Sikepo, ils ont réinventé le langage avec l'écriture féminine. J'acquiesçais. Les membres de ce groupe étaient connus aux États-Unis et traduits en anglais. Sabine était dédaigneuse. Comment peux-tu les défendre? Elles ont essayé de prendre le contrôle du MLF. Comment peux-tu les qualifier de féministes? Ce sont des collaboratrices et des essentialistes. Il y a un fossé énorme entre elles et nous, les militantes. Je repérais une nouvelle voix. C'était une femme aux cheveux blonds relevés en chignon sur le sommet de la tête, au corps de danseuse classique. Je suis presque sûre qu'elle se qualifierait elle-même de féministe. Et celles que vous appelez militantes sont un vestige des années 70. De plus, les femmes de Sikepo accomplissent quelque chose de radical dans le domaine du langage, qui a toujours été empreint de sexualité. Où sont les militantes d'ailleurs? Nous avions l'habitude de nous réunir dans une librairie-café appelée Carabosse, mais elle a fermé. Une autre voix, plus aiguë, s'est jointe à la conversation. Nous y allions aussi pour des débats et des réunions. Le café était réservé aux femmes. Il n'y a plus rien de tel aujourd'hui. Sabine reprit la parole. Nous avons des débats dans notre groupe, mais il faut généralement être lesbienne. Les hétérosexuels ont essayé de nous marginaliser, alors pourquoi les inviterions-nous? La femme qui avait parlé de Sikepo se présenta. Bonjour, je m'appelle Nicole. Elle était aussi musclée que les autres, avec une voix douce. J'ai pratiquement été élevée par le MLF. Ma mère était militante et m'amenait à de nombreuses réunions et manifestations. Il y avait toujours quelque chose de spécial pour les enfants. Nous faisions des peintures et des pancartes. C'était comme avoir une grande famille de tantes et de mères. J'adorais ça.
Elle fit un geste vers Sabine et secoua la tête. Sabine, tu es trop fâchée. Ça ne te mènera nulle part. Il existe beaucoup de types de féministes différents. Tu dois faire preuve de plus de tolérance. Elle se tourna vers moi. C'est le paradoxe de la France. Il existe une longue tradition d'écriture et de philosophie féministe, mais cela ne se reflète pas dans la vie quotidienne. Isabelle rétorqua. Mais il ne se passe presque rien actuellement. Nicole lui répondit. Comment le sais-tu? Es-tu déjà allé à la Maison des femmes ou à la bibliothèque féministe? Il existe des groupes qui continuent à militer. Tu ne peux pas simplement dire que le féminisme est mort, c'est trop facile. Nous devons encore nous battre, même dans cette troupe, pour obtenir les bons rôles. Tu ne devrais peut-être pas te plaindre autant. Tu sais que Simone de Beauvoir est une fervente partisane depuis les années 70. Qui de mieux pour te soutenir? Je l'ai entendu dire que le féminisme était son engagement le plus profond. Sabine intervint avec volubilité. Au moins, elle n'est pas essentialiste. Nicole lui a répondu. Le magazine de la Maison des femmes, Paris féministe, c'est promouvoir de multiples points de vue. Je me suis retournée vers Nicole. Connais-tu des artistes visuels féministes? Sa réponse n'était pas très encourageante. Je connais quelques femmes artistes, mais le monde de l'art est un milieu où se dire féministe ne te mènera pas loin, à moins que ce ne soit dans une exposition féminine. Et là, tu ne seras jamais prise au sérieux. Qu'est-ce que je vous avais dit, se réjouit Sabine? Rien n'a vraiment changé. Et ça, c'est le premier chapitre. Alors, le deuxième, c'est quand Robert s'en va avec sa troupe et Lily reste seule pour travailler. On lui a prêté un grand atelier et elle est très contente de pouvoir travailler là. J'ai pris congé de Robert le matin de son départ, avec beaucoup moins de tension que la première fois. J'ai même ri de sa promesse de m'appeler. Tu n'es pas obligé, tu sais. Tu seras occupé, moi aussi. Et puis, ça coûte cher. Nous nous sommes embrassés, puis j'ai entendu le klaxon. J'ai regardé depuis la fenêtre la camionnette s'éloigner sur les pavés, rapetisser jusqu'à atteindre le boulevard, puis disparaître. J'ai pris une dernière gorgée de café, puis je me suis préparée à aller à l'atelier. Moins d'une heure plus tard, j'étais assise au milieu de la pièce, face aux fenêtres. Il était tard dans la matinée et la lumière pénétrait en biais, créant des triangles qui se courbaient sur le sol et caressaient le mur en plâtre, avec des crêtes qui vagabondaient sur la surface comme des ruisseaux. Si j'étais peintre, me dis-je, je ferais peut-être quelque chose avec ces lignes ondulées. Je voyais des grains de poussière flotter dans la lumière, puis descendre lentement vers le sol. Je voulais conserver cette sensation de légèreté. Mais le pouvais-je, après tout ce que j'avais appris? Pouvais-je transmettre cette sensation à travers mes lumières et mes ombres, mes lettres et mes noms, mes papiers et mes cristaux? Je m'allongeai par terre, le regard fixé sur le plafond et la lumière qui diminuait déjà. Il y avait tellement d'espace à remplir, comparé au petit atelier que j'avais récupéré dans la chambre de Louise. Je voulais créer quelque chose d'impressionnant, de monumental, d'immatériel mais de substantiel, de sombre et de lumineux. J'avais en tête l'image d'une forêt de branches déchiquetées. J'ai pris mon crayon et mon carnet de croquis et j'ai tracé des lignes épaisses sur le papier en appuyant le crayon contre la surface jusqu'à ce que la pointe se casse. Je mets les entailles dans la page, car c'est ce que je voulais faire avec cet espace, le remplir en le brisant.
Plus sûr de moi, j'ai commencé à décharger les projecteurs et les lumières des cartons. À mesure que l'après-midi avançait, le soleil descendait la colline, me laissant dans l'obscurité pour travailler. J'ai commencé par fixer un projecteur à la grille primitive du plafond, espérant qu'elle tiendrait. J'ai façonné le faisceau en un triangle qui correspondait presque à la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre le matin. Cette lumière blanche et chaude contrastait tellement avec la ville que j'avais découverte à mon arrivée. Un Paris froid, gris et morne, où les Français me semblaient si rébarbatifs alors que j'essayais de me faire une place dans le désordre de Louise, de retrouver Luc et de comprendre ce qui nous était arrivé. Je me suis battue pour revenir au présent. J'ai étalé le papier sur le sol et j'ai passé les ciseaux dedans pour créer des bandes. Je n'ai tenu une devant la lumière pour voir l'effet. J'aimais les ombres, 3 ou 4 de tailles différentes, qui exagéraient tous les défauts de ma découpe. Mais peut-être que cela rendrait encore mieux de manière plus grossière. Au lieu d'utiliser les ciseaux, j'ai déchiré une bande de rouleau. Les bords de papier irréguliers m'ont donné la rugosité que je recherchais. J'agissais rapidement, savourant le bruit du papier qui se déchirait, de plus en plus absorbé par la destruction de la surface lisse. Le grand morceau de papier s'est tordu et enroulé lorsque j'ai tiré dessus. J'ai collé les bandes au plafond, au mur et au sol, tout en sachant que je devrais trouver une solution plus permanente, même si je savais que les murs en plâtre et le sol en ciment seraient difficiles à travailler. Ce n'était toujours pas assez spectaculaire. Je voulais voir la lumière se refléter sur le sol, exagérant et déformant les bandes. J'ai trouvé des bâtons pour servir de support temporaire que j'ai coincés entre le sol et le plafond avec toute la force dont je disposais. J'ai fixé les spots au poteau, puis je les ai fait glisser de haut en bas en les faisant pivoter jusqu'à ce que les sphères engloutissent les formes irrégulières et les unissent en une masse allongée d'ombre noire dans la lumière déclinante du jour. En prenant l'échelle, en déchirant et en collant du ruban adhésif, en ajustant les lumières, j'ai atteint les fenêtres, devenues des rectangles opaques. Et j'étais suffisamment près du verre strié et tacheté pour apercevoir mon reflet. L'image, fragmentée comme les facettes d'un tableau cubiste, m'a fait sortir de mon espace intérieur et j'ai pris conscience des lumières au loin. Je n'étais plus seule. La ville avait repris ses droits. Je me suis alors rendu compte à quel point j'étais fatiguée et affamée. J'ai essuyé mes mains sales sur mon jean encore plus sale. En retraversant le labyrinthe de papier avant d'éteindre les lumières, j'ai regardé une dernière fois ce que j'avais créé, éprouvant une sorte de tristesse à l'idée de m'en séparer. Les formes étaient transformées par les angles des faisceaux lumineux, disparaissant dans l'obscurité et réapparaissant dans la lumière. Des créatures de la nuit, et je pensais en fermant la porte derrière moi. Je suis descendue de la colline en direction du boulevard. En passant sous un réverbère, je me suis souvenue de Robert faisant le clown dans l'ombre, le soir où nous nous étions rencontrés. C'était la première fois depuis son départ que je pensais à lui, et j'en fus surprise. Il n'aurait pas voulu que je me retrouve seule dans la rue la nuit.
Il avait eu cette expression sur son visage, ce pli sur le front et cette mâchoire serrée, une fois quand je m'étais présentée à 3 heures du matin. Je savais que son agacement masquait son inquiétude, mais je pouvais tout de même me débrouiller. J'arrivais sans encombre à son appartement, soulagée qu'il ne soit pas là pour me confronter. J'avançais à tâtons dans le couloir, puis j'appuyais sur l'interrupteur du salon. Après cette longue journée, c'était relaxant d'avoir l'appartement à moi toute seule. Les affaires de Robert y étaient, mais elles n'envahissaient pas l'espace, et l'anonymat des lieux m'apaisait. Je me suis endormie immédiatement en rêvant à mes formes flottantes et légères. Le lendemain matin, j'ai regagné l'atelier en zigzagant à travers une ville déserte. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque j'y suis arrivée. Et les triangles des fenêtres avaient disparu, laissant la lumière ambiante homogénéiser l'espace. Il semblait presque morne. Les ombres étaient grises, même après avoir allumé les projecteurs. Et certaines des bandes de papier étaient tombées par terre, recroquevillées comme des ballons dégonflés. Toute l'œuvre semblait sans vie ce matin, me suis-je rendu compte en voyant une autre bande tomber sur le sol et en sentant l'excitation de la veille se dissiper. Était-ce le drame qui manquait? Peut-être n'y avait-il pas assez de netteté, voire de douleur, dans ces bords émoussés du papier déchiré. Devais-je briser certains cristaux, comme je l'avais fait dans mon œuvre précédente? Je voulais faire quelque chose de différent ici. Mais les ombres étaient trop douces. La lumière ne traversait pas de l'autre côté. J'avais besoin de plus de transparence. J'ai déplacé quelques lumières, mais toujours pas d'étincelles. Cela me déprimait. L'œuvre était fade, insignifiante, nulle. Peut-être pouvais-je sauver certaines bandes, me suis-je dit en ramassant les morceaux tombés au sol. Je les ai recollés avec du ruban adhésif en essayant d'animer les espaces entre eux. Je me suis à nouveau reculée, frustrée de ne voir aucun changement immédiat. J'ai accéléré le rythme, mais au lieu de recoller les bandes, je les ai attrapées, je les ai froissées dans mes poings et je les ai jetées de côté jusqu'à ce qu'elles recouvrent le sol et que je suis enfoncée jusqu'aux chevilles dans ce désordre. J'ai saisi un vieux balai qui traînait dans un coin et j'ai balayé à grands coups jusqu'à obtenir un tas noir et poussiéreux au milieu de l'espace. Je fixai le tas, fascinée. La pièce semblait étrangement calme après tant de mouvements. Je me suis retournée pour l'observer. Tout d'un coup, j'ai eu des doutes. Et si l'œuvre n'était pas si mauvaise que ça? Et si j'avais détruit quelque chose d'essentiel que je ne pourrais jamais recréer? Quoi qu'il ait eu la nuit dernière, c'était parti. Je me suis tournée vers la porte. J'ai attrapé mon sac et je suis sortie dans la rue. Je me suis dirigée vers le haut de la colline, à travers le quartier où Edith Piaf chantait lorsqu'elle était enfant. J'ai passé l'endroit où j'avais marché avec Terence, avant de tomber sur une charmante rue de village, avec des arbres, des jardins et des enfants qui jouaient dehors. Une oasis au milieu de la décadence. J'ai trouvé un café et je me suis assise, le regard vide, à fixer les pavés. Puis j'ai remarqué le serveur, debout en face de moi, les mains sur les hanches, attendant que je passe ma commande. Je me suis ressaisie et j'ai commandé un café crème. Alors que je portais le lait fumant à mes lèvres, j'ai vu des enfants coloriés à la craie sur le trottoir. Intriguée comme toujours par les enfants qui jouent,
Je me suis retournée pour les regarder. Ils étaient 3, tous maigrichons, et travaillaient côte à côte. Les 2 filles bavardaient tout en dessinant, repoussant leurs cheveux ébouriffés de leurs yeux. De temps en temps, elles jetaient un coup d'œil au petit garçon, le frère de la brune, je suppose. Elles fouillaient dans une boîte de craie commune, les mains et le visage striés et maculés de couleur. Je me suis penchée pour voir leurs dessins. Des arbres, des maisons d'où s'échappait de la fumée, une rivière, un avion dans le ciel. Le genre de dessin que les enfants adorent faire et que je faisais moi-même quand j'étais petite. J'ai souri. Ils effaçaient et redessinaient les traits, s'arrachaient la craie des mains et travaillaient avec une telle concentration qu'ils ne se rendaient pas compte de ma présence. Ils se disputaient. « Tu m'as cogné le bras. Regarde ce que tu as fait. Tu as tout gâché. Arrête de me copier. » De petites voix aiguës. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon cahier, mais je l'avais laissé à l'atelier. Toujours souriante, je me suis retournée pour repartir, en jetant un dernier regard aux enfants qui ne me remarquaient même pas alors que je passais devant eux. Non loin de l'atelier, j'ai acheté une pelle à poussière dans une quincaillerie encombrée. Puis, une fois sur place, j'ai consolidé la saleté du mieux que j'ai pu. J'ai fouillé dans la pile de papier et j'en ai sorti quelques morceaux froissés avant de jeter le reste dans l'une des poubelles de la cour. De retour dans l'atelier, j'ai déchiré un morceau de ruban adhésif. J'ai ramassé les morceaux que j'avais conservés et je les ai recollés au mur. Après cette deuxième journée, je n'ai pratiquement pas plus quitté cet espace, restant éveillée certaines nuits jusqu'à ce que l'aube transforme le mur du fond, passant d'un vide sombre à une composition de gris et de noir. Lorsque la lumière du jour affaiblissait les projecteurs et leurs projections, je faisais la sieste sur le canapé défraîchi. Puis je sortais prendre un café aux Folies, acheter Libération au kiosque et un croissant à la boulangerie d'en face. Mon esprit était rempli par l'œuvre en cours, car les morceaux anguleux que j'avais créés à partir de papier plus rigide prenaient la forme de la forêt que j'avais imaginée. Je repassais le récit d'Edith dans ma tête, mêlé à ceux de Louise. Et j'avais soif d'autres histoires. J'ai découpé et perforé le papier en triangles effilés. J'alternais entre les papiers opaques, le papier d'aluminium réfléchissant et le plastique translucide qui laissait passer la lumière. Je coupais, martelais, perçais et collais jusqu'à obtenir un labyrinthe d'objets suspendus. Dans les espaces intermédiaires créés par les reflets et les ombres qui se chevauchaient, j'ai tracé au pochoir les lettres E, L, L, E et L. Puis je les ai découpées. J'ai laissé la lumière passer à travers les interstices jusqu'à ce que les lettres se brisent sur et à travers les formes en papier, se transformant en cercles tronqués et en rectangles brisés. « Qu'aurais-tu fait, Lily ?» me suis-je demandé en frappant certains des gros cristaux à coups de marteau, laissant apparaître des arcs-en-ciel irréguliers et dentelés le long des murs. Je pensais à ces femmes si importantes pour moi. Y avait-il vraiment des parallèles entre Louise et Edith avec ce qu'elles avaient enduré? Aurais-je agi différemment? Comment parler au nom de quelqu'un qui avait tant vécu, qui avait réussi à survivre alors que tant d'autres étaient morts? Toutes deux avaient traversé leurs épreuves avec une force tranquille. Et Hélène aussi, qui avait également été une jeune fille pendant la guerre.
Est-ce que je voulais connaître ces années de son point de vue? Ou était-il trop difficile d'imaginer des gens rester passifs alors que tant d'autres mouraient? Je me suis posé cette question encore et encore. Lorsque la fatigue m'empêchait de travailler, je quittais l'atelier, me traînais jusqu'à la ruelle où se trouvait la fenêtre qui m'appelait. Une fois à l'intérieur, je me jetais sur le lit en perdant connaissance presque immédiatement. J'ai rêvé de fragments flottants de forme et d'espace, de Robert et Thérence qui se mêlaient dans mon paysage de papier et de verre, de Louise qui s'éloignait, devenait de plus en plus petite et se perdait dans les formes et les chemins entre eux. Lorsque je me suis réveillée au crépuscule, les yeux ouverts sur la réalité de la chambre miteuse de Robert, j'avais envie d'agitation, de circulation et de foule. Je suis donc descendue à Bastille pour voir quel film passait. La rose pourpre du Caire allait bientôt commencer. J'étais prête à voir un film léger et relaxant, mais qui n'a répondu à aucune de mes attentes. Se déroulant pendant la Grande Dépression, dans un quartier triste et délabré, Mia Farrow profitait de petits plaisirs, tandis que ses fantasmes sur le glamour du grand écran prenaient vie. Mais il n'y avait pas de résolution. Elle se retrouvait seule, sans emploi, à regarder les silhouettes élégantes et incessibles de Fred Astaire et Ginger Rogers s'envoler dans une chanson. Alors que je regagnais l'appartement de Robert, un peu découragée, je regardais les silhouettes des immeubles se découper sur le ciel, avec des fenêtres éclairées où j'imaginais les Parisiens vaquer à leur rituel nocturne. C'était la première fois depuis le départ de Robert que je ressentais un soupçon de solitude. Mais je l'ai chassé. Il y a une énorme différence, me suis-je rappelé, entre être seule par choix et y être contrainte. Et ces 2 semaines avaient été presque miraculeusement productives pour moi. J'avais trouvé les volumes de Proust près du lit, accompagnés d'un mot de Robert qui disait que j'étais désormais prête. Je m'étais alors perdue dans l'intensité émotionnelle et les détails d'une langue que je comprenais beaucoup plus facilement à présent. Je lisais jusqu'à ce que les livres tombent de ma main. Je dormais jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, puis je retournais à l'atelier. Le jour du retour de Robert, j'ai rempli le réfrigérateur de ses plats préférés. J'ai nettoyé, dépoussiéré et rangé mes affaires. J'ai fait le tour des 2 pièces pour m'assurer que tout était en ordre, tout en réfléchissant à mon œuvre. Une grande forme à l'arrière, trop large et trop longue, me gênait. Elle masquait la lumière derrière elle, et je voulais qu'elle soit intéressante sous tous les angles. J'ai essayé de la repositionner mentalement, mais je ne suis pas parvenue. J'avais besoin d'être physiquement dans l'œuvre. J'ai regardé l'horloge. Il restait encore 3 heures avant l'arrivée de Robert, ce qui laissait largement le temps de courir à l'atelier. Une fois sur place, j'ai essayé de modifier la forme, mais j'ai tiré trop fort et elle est tombée. J'ai donc dû la recréer. Après avoir dessiné, découpé et reconnecté, je me suis reculée satisfaite, alors que le faisceau de lumière la traversait exactement comme je l'espérais, frappant le coin d'une tranche de papier d'aluminium avant d'exploser sur le mur opposé. Les ombres étaient sombres et intenses. En regardant par les fenêtres, j'ai constaté que le soleil se déplaçait rapidement vers l'ouest. J'étais restée plus longtemps que prévu. Il n'y avait pas d'horloge à l'atelier et j'avais apprécié la fluidité du travail pendant ces 2 semaines, avec seulement les ombres et la lumière changeante pour marquer le passage du temps.
Maintenant que Robert était là, cela allait changer, pensais-je en me dépêchant de rentrer, ennuyé d'avoir manqué son retour. C'est ça. Si vous avez des questions. C'est vraiment un journal de bord, c'est écrit au fur et à mesure, c'était écrit de quelle façon? C'était écrit de quelle façon? Non, c'est complètement autobiographique. C'est autobiographique. Non. Non, oui. Il y a des éléments, mais non, c'est pas une autobiographie, c'est une fiction. Les personnages sont fiction. Ça, c'est une fiction. Oui. Oui, ça a déroulé comme beaucoup de romans, ça a beaucoup changé. Ça a commencé avec. J'ai commencé avec 3 passions: Paris, l'art et la littérature. J'ai voulu écrire un roman sur Paris et sur l'art, sur une artiste. Alors, j'ai développé l'arc du livre en suivant ça. J'ai voulu aussi incorporer tous les faits. J'ai choisi 1985 parce qu'il y avait. D'abord, je connaissais bien Paris pendant ces années-là. Et aussi, il y avait beaucoup de choses importantes qui se sont passées pendant cette année. Alors, j'ai voulu les incorporer dans l'histoire. Et vous voyez les éléments là. Il y avait l'affaire Grégory qui a pris toute la France. Il y avait Simone de Beauvoir qui est morte. Il y avait beaucoup d'autres événements importants. Et oui, ça, c'était fait comme ça, c'était devenu plus compliqué, il y a beaucoup de personnages. Oui, ça c'est un tout petit bout de l'histoire. Mais c'est surtout l'artiste et sa création qui me semblent importants. Et il y a combien de chapitres alors dans ce livre? Il va y avoir combien de chapitres? Je ne sais pas. Ah bon. Il y en a beaucoup, c'est très long. C'est très long pour le moment. Et